Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Véronique. Je suis une allothérapeute à la Clinique du sommeil Lessard. J'ai également une formation d'infirmière clinicienne. Ça fait plusieurs années que je travaille dans le domaine du sommeil, puis j'aime encore ça énormément. Puis j'en profite aussi pour remercier Mme Bilodeau puis l'Association pulmonaire de nous avoir invités à présenter notre sujet d'aujourd'hui, qui va être mieux comprendre notre sommeil et l'apnée du sommeil. Alors, bonjour, moi je m'appelle Sandra Lessard, je suis aussi une allothérapeute à la Clinique du sommeil Lessard. Puis moi aussi, je suis encore passionnée d'en apprendre sur le sommeil. On dort le tiers de notre vie, puis on a toujours d'autres informations qu'on peut apprendre à ce sujet-là. Alors, dans notre présentation, on a pensé parler des bienfaits du sommeil, de l'hygiène du sommeil, des différents stades de sommeil et finalement de l'apnée du sommeil. Quand on parle des bienfaits du sommeil, maintenant, on sait que bien manger, faire de l'exercice, c'est vraiment bon pour la santé, mais dormir, maintenant aussi, fait partie d'un besoin de base. Fait qu'avoir un bon sommeil de qualité, on le sait que, ça va nous permettre d'être fonctionnel autant physiquement que mentalement là, dans notre vie quotidienne, autant au travail, à la maison. Alors, Sandra va vous parler un petit peu là, de quelques bienfaits du sommeil. Oui, ben le sommeil, ça nous aide à sécréter l'hormone de croissance. Chez les enfants, ça le dit un peu, hein, ça les aide à grandir, mais même chez les adultes, ça peut nous aider à régénérer nos organes, les muscles, les tissus. Ça nous aide à rajeunir en dormant. Ça nous aide aussi à mémoriser et stocker l'information qu'on a appris pendant la journée, consolider les apprentissages. Ça vient booster notre système immunitaire. Ça fait le ménage aussi là, dans notre cerveau là, pour éliminer les déchets métaboliques. Ça vient régulariser la production du cortisol, mais beaucoup d'autres hormones aussi. Ça nous aide à prévenir la déprime. On le sait, aussitôt qu'on manque de sommeil, des fois, on peut avoir tendance à être soit un peu plus émotif ou finalement à être moins motivé. Puis ça nous aide aussi à diminuer la production de ghrelin. C'est quoi ça, la ghrelin, Véronique? Hey, c'est une super bonne question, Sandra. En fait, la ghrelin, c'est l'hormone digestive qui stimule l'appétit, qui déclenche la faim, en fait. Puis cette hormone-là est sécrétée le jour en règle générale. Puis son contraire, c'est vraiment la leptine qui, elle va être sécrétée pendant le sommeil. Et la leptine amène la satiété. Donc, on peut se questionner que si on est privé de sommeil ou notre sommeil est moins bon, notre niveau de ghrelin va augmenter. Donc, des fois, on peut se questionner aussi, si une perte de poids peut être difficile quand on a un trouble du sommeil aussi. Donc, si on continue un petit peu avec l'hygiène du sommeil, en fait, on parle souvent qu'il faut dissocier le lit de toute autre activité autre que le sommeil. Donc, souvent, on va dire, on ne va pas lire une tablette, ordinateur, cellulaire, manger même dans notre lit. Ce qui est important aussi, c'est que si jamais vous avez des périodes qu'on appelle un peu d'insomnie, que ça fait plus de 20 minutes que vous êtes dans votre lit, ce qui est vraiment recommandé, c'est de se lever, de faire une activité tranquille, puis de revenir dans notre lit par la suite quand vous ressentez l'endormissement. Comme ça, votre cerveau va apprendre à associer comme plus le lit au sommeil. Ensuite de ça, c'est important d'avoir des heures du coucher, des heures de lever constantes. On dit souvent qu'un horaire constant a un effet synchronisateur là, sur les cycles veille-sommeil. C'est bon pour nos enfants. Hein? On dit avoir une synchronisation. C'est la même chose pour nous. Puis en fait, souvent, des fois, on se dit ah, je vais me lever tard demain matin, c'est dimanche. Mais des fois, ce n'est pas une bonne idée parce que ça va vraiment venir empiéter sur vos prochaines heures de sommeil sur les nuits suivantes. Ensuite de ça, si vous avez des problèmes de sommeil aussi, il faut éviter les siestes autant que possible. Par contre, une sieste de 20 minutes est quand même permise pour aider là, à récupérer un petit peu, mais en même temps, souvent, on va recommander davantage de faire une activité qui va stimuler notre corps puis l'esprit pour pouvoir nous amener à mieux s'endormir. Il y a l'exercice physique aussi qui fait partie d'une hygiène du sommeil, mais qui va faire partie de la vie quotidienne pour toute notre santé en général.
Alors, l'activité physique aussi serait même recommandé de faire notre activité physique plus le matin, parce que le matin, ça va permettre à la mélatonine d'augmenter pour aider à l'endormissement du soir. La mélatonine, on va en reparler un petit peu tantôt. L'exercice, évidemment, ça va nous permettre de maintenir un poids santé, meilleur tonus musculaire, améliorer notre circulation sanguine. Puis aussi, on peut penser qu'une perte de poids de seulement 10 peut diminuer notre index, qu'on appelle notre index d'apnée d'hypopnée de 30 Cet index-là, on va venir en discuter tantôt, mais là, c'est un index concernant l'apnée du sommeil. Puis, c'est aussi recommandé d'avoir des horaires de repas assez réguliers, puis de garder une période avant de se coucher. Parce que des fois, de manger un gros repas lourd juste avant d'aller se coucher, ça peut être plus difficile de s'endormir. Il faudrait au minimum avoir au moins 1h30, 90 minutes là, de délai là, après notre repas, mais avoir quelques heures, c'est encore mieux. Aussi, on dit souvent éviter les boissons énergisantes. Hein, il y en a de plus en plus, là, qu'on parle de boissons énergisantes, d'alcool, cigarettes, caféine. Ce serait mieux d'opter peut-être pour des boissons comme des tisanes ou c'est simplement de changer le petit café de la fin de la journée avec un café décaféiné. Ça risque moins là, d'avoir un effet sur notre sommeil. L'alcool, on a tendance à penser que ça va nous aider à nous endormir parce que ça peut faire en sorte qu'on s'endort rapidement, mais ça vient fractionner notre sommeil. Fait que ça fait en sorte que notre sommeil est moins de bonne qualité, puis il risque d'être moins profond. Puis la cigarette, en plus d'être un agent qui est excitant, ça vient créer plus d'inflammation au niveau de nos poumons, ça vient créer aussi plus de sécrétion. Alors, ça risque d'augmenter les symptômes de l'apnée du sommeil. Puis, ensuite de ça, on parle aussi de faire attention à l'environnement. Tantôt, Véronique a dit aussi de faire attention aux tablettes, mais téléphone, la lumière, des fois, ça va venir jouer sur nos hormones puis la sécrétion de mélatonine, mais aussi la température de la chambre, à faire attention. Si c'est trop chaud, notre corps a besoin de diminuer sa température pour s'endormir. Fait une chambre autour de 19 degrés, ce serait l'idéal. Puis ensuite de ça, peut-être aussi d'éviter d'avoir trop de bruit, un lit confortable, etc. Concernant aussi le travail, des fois, on a tendance à travailler tard ou avoir l'esprit occupé là, en fin de soirée. Ce serait bien de se garder peut-être 1 heure et demie aussi avant d'aller se coucher pour décrocher du travail parce que des fois, le stress, l'anxiété reste là, puis ça peut être plus difficile ou on peut avoir tendance à faire de l'insomnie. Il y a différentes périodes dans une vie où est-ce que des fois on peut vivre des périodes de stress et d'insomnie. Puis à ce moment-là, ça peut être bon aussi de consulter. Il y a des psychologues spécialisés dans ces domaines-là pour vous aider parce qu'une prise de somnifère, ça peut aider, mais de manière temporaire. Habituellement, les gens ne devraient pas utiliser de somnifère là, sur une base régulière à long terme. Fait que ça prend un certain accompagnement là-dedans. Puis, il y a certains médicaments aussi, comme des narcotiques, qui peuvent venir avoir un impact puis créer plus d'apnée. Fait que si par contre, vous voulez diminuer là, une quantité de médication parce que là, vous avez commencé un traitement pour l'apnée, c'est vraiment important d'en parler avec votre médecin là, qui fait les recommandations. C'est lui qui va pouvoir vous guider si c'est le moment ou pas de diminuer les doses de médication parce que parfois, même pendant la période d'adaptation à la thérapie, ça peut être une période qui est plus difficile. Donc, ça peut être bien d'être accompagné, là, même s'il y avait la poursuite de la médication à ce moment-là. Donc, Sandra, si je comprends bien, si moi je prends un antidépresseur puis je reçois un diagnostic de trouble du sommeil, est-ce que je peux arrêter de prendre ma médication? Non, il ne faut vraiment pas arrêter comme ça. Il faut vraiment consulter notre médecin. C'est lui qui va pouvoir nous donner les recommandations à ce sujet-là. Oups.
Concernant les hormones, on en a parlé un petit peu tantôt, il y a différentes hormones qui ont un rythme qui est durant notre sommeil, comme le cortisol qui va avoir tendance à augmenter à l'éveil normalement, puis à diminuer en fin de journée. Fait que l'exercice physique va nous aider aussi à bien gérer notre cortisol, mais notre sommeil aussi est super important. Même chose pour l'insuline, pour la digestion des sucres. Ça va nous aider à avoir un bon métabolisme de base. Puis, quand on parle d'hormones et du sommeil, c'est difficile de ne pas citer la mélatonine. À quoi sert la mélatonine, Véronique? Oui, effectivement, la mélatonine, c'est l'hormone de la nuit. Euh, elle ne nous fait pas dormir, ce n'est pas un somnifère non plus, mais elle va indiquer à notre cerveau que c'est l'heure de dormir. Puis la mélatonine est sécrétée en l'absence de lumière, puis elle est synthétisée à partir de la sérotonine. Mais juste pour vous dire un petit mot sur ces beaux petits neurotransmetteurs-là, en fait, les neurotransmetteurs, c'est des molécules chimiques qui assurent la transmission des messages d'un neurone à l'autre. On en a à peu près des dizaines, mais ici, on discute seulement des 4 principaux là, qui vont venir agir vraiment sur le cycle éveil-sommeil. Donc, la sérotonine, elle va être sécrétée vraiment en fin d'après-midi. On dit qu'elle a des vertus sédatives. Elle nous permet l'apaisement, la relaxation. Vraiment, elle nous prépare la nuit pour entrer dans notre cycle de sommeil. Tandis que la dopamine et la noradrénaline, ceux-là vont vraiment être sécrétés le matin. Puis c'est vraiment pour nous booster, permettre à notre système de démarrer, de bouger, de prendre l'initiative et tout ça. Puis juste un petit plus, souvent, on entend souvent parler que la dopamine et la sérotonine, ce sont les hormones du bonheur en plus. Fait que on espère que toutes ces petites hormones-là fonctionnent bien. Puis en fait, si on a un trouble du sommeil, ou autant comme de l'apnée du sommeil, de l'insomnie, ben, ça va venir jouer sur la sérotonine et toutes ces hormones-là. Alors, les cycles du sommeil, quand on dort, on va avoir plusieurs cycles. Un cycle va durer environ 1 heure et demie, puis on va faire environ un 4 à 6 cycles par nuit. Quand on commence à s'endormir, les premiers stades, là, les stades 1 et 2, c'est vraiment la période où est-ce qu'on se relaxe, où est-ce qu'on est en train de s'endormir, de s'assoupir tranquillement. Puis ça va être suivi vraiment par le stade là, de sommeil qui est confirmé. C'est à ce moment-là où est-ce que notre respiration diminue, notre fréquence cardiaque diminue. Tantôt, on parlait de notre température corporelle aussi qui s'abaisse. Puis cette période-là va durer environ un 50 là, de la nuit, là, les sommeils stade 1 et 2. Puis, c'est une période où est-ce qu'on peut être facilement, on peut être endormi, mais des fois, quelqu'un pourrait parler à côté, puis ça se peut là, qu'on ait l'impression d'entendre une partie de la conversation. Pour ce qui est du sommeil lent profond, c'est vraiment le début de la récupération physique de l'organisme. Souvent, on va parler de la régénération des tissus, des os, des muscles. C'est dans ce stade-là que ça va se produire. Puis, à l'inverse du sommeil lent léger, on est beaucoup plus difficilement réveillable dans cette portion de stade-là. Il est vraiment prédominant un peu plus dans la première partie de la nuit. Il y a une durée d'à peu près 25 là, de notre cycle. Il va aussi favoriser la sécrétion hormonale. Donc, entre autres, souvent on parle de l'hormone de croissance chez l'enfant. Donc, c'est important aussi que les enfants aient un bon sommeil. Ça va renforcer aussi l'efficacité du système immunitaire, de toutes les défenses immunitaires. Puis côté mémoire, concentration, tout l'ancrage de l'information dans notre mémoire. Le sommeil paradoxal, lui, communément appelé le moment privilégié du rêve, lui, il va servir un peu à la maturation du système nerveux aussi. Aussi la portion là, de l'augmentation des capacités de stockage de la mémoire, ça va se passer là aussi. Là. Fait que, de passer bien à travers tous nos stades du sommeil, c'est vraiment ça qui va faire qu'on va vraiment bien récupérer aussi. Là.
Alors, qu'est-ce que c'est l'apnée du sommeil? C'est vraiment quand ces cycles sont bouleversés parce que l'apnée du sommeil, c'est des arrêts respiratoires complets ou partiels pendant une période d'au moins 10 secondes. Et il y a différents types d'apnée. Fait que là, on peut voir sur l'image là, vraiment de l'apnée obstructive. C'est quand au niveau de l'arrière-gorge, il peut y avoir des surfaces qui viennent bloquer le passage de l'air. Puis la personne essaye de faire des efforts respiratoires, mais il y a un arrêt de respiration pendant au moins 10 secondes. Une hypopnée, souvent on entend ça, ils vont parler d'IAH ou d'index d'apnée-hypopnée. C'est l'ensemble, c'est le calcul des deux. Les apnées qu'on vient d'expliquer, plus les hypopnées qui sont une diminution de la respiration de plus de 30 avec une chute de la saturation de 3 La saturation, ça, c'est le taux d'oxygène dans le sang. Fait que c'est une diminution de notre niveau d'oxygène dans notre sang. Ensuite de ça, il y a différents types d'apnées aussi. Il y a des apnées centrales et mixtes qui sont peut-être un peu plus complexes, qui vont être liées avec des fois des débalancements là, au niveau du CO2 dans notre respiration. Ou mixtes, ils peuvent être identifiés avec et un débalancement au niveau de notre cerveau et des efforts respiratoires, là, une reprise des efforts respiratoires. Fait que ça peut être traité différemment aussi. C'est principalement de l'apnée obstructive qu'on voit habituellement avec les appareils CPAP. Pour ce qui est un petit peu de la prévalence des gens qui vont faire de l'apnée du sommeil, souvent, on va dire dans la population générale, on écrit 5 mais on tend pas mal plus vers le 5 à 10 de la population générale. Ça touche environ 4 des hommes, 2 des femmes, là, en moyenne entre 30 et 60 ans. Par contre, avant la ménopause, c'est 3 hommes pour une femme. Puis rendu à la ménopause, ben, on est rendu égal à vous, les hommes, on est du 1 pour 1. On veut être égal partout. Mais pourquoi que la ménopause, c'est quoi le lien dans tout ça? En fait, il y aurait probablement un lien hormonal, un effet protecteur au niveau de nos hormones. Puis il y a peut-être aussi l'effet que la masse adipeuse, il y a une redistribution en vieillissant chez la femme aussi. Fait que on dit que souvent, à peu près un risque de 3 fois plus élevé de faire de l'apnée du sommeil chez les femmes ménopausées versus les femmes qui sont non ménopausées. Facteur de risque, on en parle encore, l'obésité, donc on va le voir beaucoup, beaucoup. Il faut penser aussi que si on a une augmentation de notre poids de 10 là, à ce moment-là, on a 6 fois plus de risque d'avoir un syndrome d'apnée d'hypopnée de modéré à sévère. Là. Alors, puis c'est quoi les causes de l'apnée du sommeil? Souvent, on se fait poser cette question-là. Il y a différentes causes. Des fois, ça peut être la forme au niveau du visage, ça peut être le menton reculé qu'on peut appeler la rétromyacine, ça peut être les voies respiratoires là, au niveau des amygdales, ça peut être aussi des fois le palais, le voile du palais là, qui est plus long. Puis, c'est certain qu'il y a un impact avec un surplus de poids, consommation d'alcool, médicaments, peut aussi aggraver les symptômes de l'apnée. Quand on parle des symptômes de l'apnée du sommeil, c'est quoi les symptômes? Bien, en fait, souvent, on parle du premier, hein, les ronflements, évidemment, qui peuvent être assez forts des fois chez l'homme, la femme aussi, mais on dirait qu'on le voit un petit peu plus fort chez l'homme. Évidemment, il va y avoir une sensation d'étouffement. Ça peut arriver, ça n'arrive pas à tout le monde, mais il y a des gens qui vont se lever en étant vraiment se sentir étouffés la nuit, des fois comme si on les étranglait. Souvent, le conjoint ou la conjointe va avoir observé que la personne elle arrête de respirer durant la nuit, qu'il n'y a plus rien qui se produit. Les gens vont avoir plus de difficultés à se concentrer, la difficulté avec leur mémoire, changement d'humeur, ils vont être plus irritables. On va avoir des éveils fréquents durant la nuit. Le sommeil il va être beaucoup plus agité aussi. Et il va avoir, les gens vont se lever plus fréquemment pour aller à la salle de bain aussi. Et aussi les maux de tête le matin, aussi à ce moment-là.
on nous demande souvent pourquoi on se lève la nuit quand on fait de l'apnée du sommeil. C'est sûr que si on n'a pas de problème de prostate, si on ne prend pas de médicaments comme des diurétiques pour aller uriner, ça, je pense que ça vaut la peine d'être investigué aussi. Plus de 2 fois se lever la nuit, si on n'a pas bu énormément avant de se coucher, c'est quelque chose qui est problématique à ce moment-là. Puis on peut le voir quand on fait de l'apnée, c'est quand on a des pauses respiratoires. L'air a de la difficulté vraiment à atteindre nos poumons. Puis ce que ça fait, c'est que le flux sanguin il augmente en direction du cœur. Puis l'organisme, lui, il voit ça comme une surcharge de liquide. Fait à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que les reins se déclenchent. Puis à ce moment-là, les reins commencent à faire la production d'urine. C'est un petit peu l'explication de pourquoi on se lève la nuit pour aller uriner. Puis ensuite... Oh, excuse-moi. Je te laisse avec ça. Les conséquences de l'apnée du sommeil, on sait que ça diminue, souvent ça va diminuer la mémoire, ça va diminuer aussi la concentration, on va avoir moins d'énergie dans le jour, ça peut aussi diminuer la performance au travail, puis plus de sauts d'humeur, plus de risques de dépression. Il y a aussi une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires comme l'hypertension, l'angine, l'arythmie, plus de risques d'avoir des AVC. Donc, ça a quand même un impact important sur la santé globale, le diabète, puis on dit souvent une baisse de la vigilance, la concentration en voiture pour les gens qui feraient de l'apnée sévère puis qui ont des travails où ils doivent conduire comme des conducteurs d'autobus, de camions lourds. Ça peut être quelque chose qui va être pris en charge là, plus rapidement parce que c'est important, ça a un impact sur la santé des autres aussi. Donc, finalement, là, vous êtes en train de peut-être que vous vous reconnaissez déjà dans tous ces symptômes-là. Et puis là, vous dites, ben, je fais quoi avec ça? Il y a un petit questionnaire qui peut se faire aussi, qu'on appelle l'échelle de somnolence EPWA. Ça, c'est connu à travers toute l'équipe médicale, autant les médecins de famille, les pneumologues. Ce petit questionnaire-là, c'est des questions que vous allez répondre entre 0 et 3, où est-ce que 0, vous allez avoir aucune chance de vous assoupir. 3, c'est un risque qui est élevé. Et à la fin de ces petites questions-là, ça va vous donner un résultat. Si ce résultat-là est supérieur à 10, bien là, ça veut dire qu'un peu, là, votre somnolence dans le jour est assez marquée. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? La première chose à faire, c'est vraiment d'en discuter avec son médecin. Lui amener, de dire, ben, j'ai tous ces symptômes-là, puis mon échelle de somnolence, voici mes résultats-là. Donc, à ce moment-là, votre médecin de famille va pouvoir vous prescrire un test pour l'apnée du sommeil, mais aussi, je pense que ça vaut la peine d'investiguer aussi avec un bon bilan sanguin avec votre médecin. Pour les tests pour l'apnée du sommeil, c'est toujours sous prescription médicale. Puis Sandra va vous parler de ces petits tests-là. Un des tests qu'on peut avoir de recommander pour vérifier si on fait de l'apnée du sommeil, c'est l'oxymétrie nocturne. C'est vraiment un test qui est très simple. Il y a seulement un capteur qui mesure notre taux d'oxygène et notre pouls, qui est placé là, au bout d'un doigt ou d'un orteil chez l'enfant. Ça détermine vraiment le taux de désaturation sur une nuit complète. Fait que ça ne prend pas en compte non plus s'il y a des périodes où on ne dort pas durant la nuit. C'est un dépistage qui est quand même simple, mais qui ne donne pas toujours un diagnostic précis. Le test qu'on va voir le plus souvent, autant en milieu hospitalier qu'en clinique privée, c'est le test qu'on appelle la polygraphie cardio-respiratoire. C'est un test quand même qui est assez simple. Les gens viennent en clinique pour qu'on leur montre comment installer cet appareil-là. Fait que je vais vous montrer comment l'installer. Donc, Sandra va enlever la présentation, puis je vais juste vous montrer un petit peu rapidement à quoi ressemble cet appareil. Je vais essayer, là. Je ne sais pas si les gens me voient, là. J'ai l'impression qu'on ne voit pas en plus gros. Oui, j'ai l'impression que c'est toi qu'on voit en gros, mais c'est pas grave. Je vais quand même... Je vais me lever un petit peu pour que vous puissiez voir. Fait que là, j'installe un appareil. Il y a une petite bande ici thoracique en haut.
que je vais venir joindre ici à mon appareil qui va faire partir cet appareil-là. Je vais me rebaisser un petit peu pour que vous puissiez me voir. Ensuite de ça, j'ai ma petite canule nasale. Donc, la canule nasale, elle va vraiment servir à voir mon débit nasal, mon débit respiratoire. Ma bande thoracique va me permettre de voir les efforts respiratoires et ma pince sur le bout de mon doigt ici pour voir mon taux d'oxygène dans le sang, mon rythme cardiaque. Et l'appareil va aussi enregistrer les ronflements puis la position dans laquelle que vous allez dormir. Donc, c'est avec ça que ça va nous sortir, dans le fond, et voilà, vous voyez un petit peu qu'est-ce que j'ai de l'air. Donc, moi, je suis prête à aller me coucher maintenant. Fait que Sandra va pouvoir remettre un petit peu à l'écran, que vous allez voir un petit peu les courbes, à quoi ça peut ressembler. Donc là, après ce test-là, on a un test qui est un peu plus complet que Sandra va vous discuter. C'est ça. Celui-ci, ça, c'est un autre test qu'on fait vraiment en laboratoire. C'est la polysomnographie complète. C'est vraiment un test qui est fait sous supervision d'une inhalothérapeute ou d'un technicien. Alors, s'il y a des capteurs qui se débranchent, la personne peut aller rebrancher les capteurs. Il y a aussi toutes les parasomnies qui peuvent être évaluées parce qu'on est filmé. Ça vient aussi mesurer s'il y a des mouvements au niveau des jambes. Puis, c'est plus précis parce que l'index d'apnée va être mesuré seulement sur le temps de sommeil, parce que l'électroencéphalogramme nous permet de savoir si vraiment la personne est dans des stades de sommeil confirmés, plutôt que les autres tests où il n'y a pas d'électroencéphalogramme. Alors, par contre, il faut avoir accès à un laboratoire du sommeil pour faire ces tests-là. Souvent, on va commencer par les tests qu'on vous a déjà parlé, parce que c'est peut-être un petit peu plus accessible là, de le faire à la maison. Donc, une fois que nous avons passé notre test, qu'est-ce qui arrive avec le test? En fait, le test va être analysé par une spécialiste en sommeil. Souvent, on va voir que c'est des inhalothérapeutes qui ont cette formation-là. Par la suite, c'est interprété par un pneumologue et le résultat du test va nous donner un index d'apnée-hypopnée, donc IAH, que vous voyez des fois sur les prescriptions. Ça nous donne un index quand c'est un apnée qui est léger. C'est entre 5 et 15 arrêts respiratoires à l'heure. 15 à 30, c'est un index qui est modéré. Et 30 et plus, on parle d'un apnée qui est sévère. À ce moment-là, une fois qu'on a notre résultat, c'est avec le médecin traitant ou votre pneumologue que vous allez décider un petit peu là, les décisions à prendre vers quel traitement que je vais me diriger à ce moment-là. Effectivement, il y a différents types de traitements. Des fois, dépendamment des résultats, parce qu'on peut même mesurer si les apnées sont dans une position ou dans l'autre. Quand c'est de l'apnée positionnelle, qu'on peut observer qui est seulement quand on est sur le dos, on pourrait utiliser un coussin positionnel. Donc là, je l'ai apporté parce que je ne savais pas si la caméra allait changer d'endroit. Oui, on va le voir de deux manières. Véronique l'avait de son côté aussi. Mais c'est vraiment un coussin qu'on vient positionner dans le dos qui nous empêche de inconsciemment en dormant se tourner sur le dos. On reste sur le côté. Ça peut arriver que pendant les premiers mois, ce ne soit pas très confortable, mais à un moment donné, notre cerveau peut s'habituer à ça puis venir corriger l'apnée. Par contre, si ce n'est pas efficace, il faut aller pousser plus loin et aller voir pour d'autres types de traitements. Il y a des traitements par chirurgie qui peuvent être recommandés. C'est vraiment certaines personnes, ça doit être évalué par le médecin. C'est souvent des chirurgies qui peuvent avoir besoin d'une bonne phase de récupération, là, une convalescence par la suite. Il y a aussi les orthèses d'avancement mandibulaire. Vous avez la chance de vous réinscrire à un autre atelier, à une autre petite conférence avec un spécialiste dans ce domaine-là, avec l'association pulmonaire. Fait que je pense que je vais lui laisser à cette personne-là parler davantage, mais ça peut être un traitement envisagé. Il y a aussi les traitements avec les appareils à pression positive, qu'on appelle des fois APAP, CPAP, qui peuvent corriger très bien l'apnée. Donc, quand on parle de CPAP, le terme CPAP, ce n'est pas un six-pack, c'est vraiment CPAP, C-P-A-P. En fait, ça, c'est en anglais.
Donc, le terme, c'est vraiment PPC, pression positive continue. Ces appareils-là sont toujours installés par un inhalothérapeute sous prescription médicale. Dans le fond, le CPAP, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie une pression d'air continue dans vos voies respiratoires. Puis ça permet de garder vraiment vos voies respiratoires ouvertes. Puis ça évite que les tissus s'affaissent lors du sommeil profond souvent. Fait que vous voyez un petit peu une image à l'écran de à quoi ça peut ressembler. On va parler qu'il y a des appareils CPAP en pression fixe et en pression variable. C'est tout aussi bon la prescription un que l'autre. Ça va dépendre un petit peu là, des tests que vous avez faits, le pneumologue qui a discuté avec vous, tout ça. Mais quand on parle d'un appareil en pression qui est fixe, mettons sur votre prescription, vous allez avoir un chiffre pour dire de quoi 10 cm d'eau. Ça veut dire que toute la nuit, vous allez avoir la même pression d'air continue pour garder vos voies respiratoires ouvertes. Tandis que quand on parle d'un appareil qui est en pression variable, on dit aussi automatique, autopiloté, appareil intelligent, il y a plusieurs termes. Sur la prescription, il va se retrouver, mettons, 4 doses. Ça veut dire que l'appareil va partir à une pression qui est plus basse. Puis dès qu'il va détecter vos premiers signes de ronflement, d'obstruction, là, il va venir monter en pression. Il va s'ajuster un petit peu comme ça toute la nuit selon vos besoins. Des fois, si vous faites de l'apnée, vous voulez entreprendre un programme de perte de poids, c'est bon aussi d'en discuter avec le médecin, parce que peut-être qu'il va se diriger un petit peu plus vers la pression variable qui pourrait s'ajuster un petit peu plus à vous à ce moment-là. Je glisse un petit mot quand même sur les BiPAP, parce que souvent, les gens ils nous posent la question, c'est quoi un BiPAP? C'est-tu la même chose? Ça sert-tu pour l'apnée aussi? En fait, BiPAP, ViPAP, on appelle ça des biniveaux. C'est vraiment un appareil qui va avoir 2 niveaux de pression. Donc, vous allez avoir une pression à l'inspiration puis une pression à l'expiration. Puis ça, les BiPAP, on va le voir plus souvent dans les cas d'apnée qui vont être plus sévères ou qu'on a besoin d'avoir des pressions beaucoup plus élevées. Sachez qu'un CPAP va jusqu'à 20 cm d'eau. Fait que si on a besoin d'avoir des pressions plus fortes, bien là, c'est là qu'on va se diriger vers les BiPAP, toujours sous prescription médicale, bien sûr. Par la suite, ben, dans les cas d'apnée centrale aussi, parce que l'apnée centrale, ça va vraiment venir modifier la commande ventilatoire, les taux de CO2, tout ça. Fait que, on va voir des fois plus de BiPAP dans ces cas-là aussi. Dans des cas d'obésité, hypoventilation qu'on appelle, ça c'est un syndrome aussi. On va voir les BiPAP qui vont être prescrits plus souvent parce que ces maladies-là aussi, mettons comme des scolioses, sclérose latérale amyotrophique, la musculature diminue. Donc, toute l'expansion se fait moins bien. Donc, l'air rentre moins bien au niveau des poumons. Fait que ce que ça cause, c'est souvent on appelle une hypoxémie. Puis ça diminue le taux d'oxygène dans votre sang. Puis aussi, bien, il va y avoir souvent une rétention du CO2 qu'on appelle une hypercapnie. Donc, c'est important de bien ventiler cette clientèle-là. Il y a aussi un type de respiration qu'on retrouve, le chain stroke, qu'on peut venir utiliser certains types de BiPAP avec cette clientèle-là aussi. Là. Donc, c'est un petit peu ça, là, mon petit mot concernant les BiPAP. Alors, pour les traitements avec les appareils CPAP, il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles de masques. Comment faire pour choisir le bon? Tantôt, j'ai vu quelqu'un qui avait déjà posé une question là-dessus. Mais en fait, là, c'est important d'aller rencontrer une inhalothérapeute puis de bâtir un bon lien de confiance parce qu'au début, autant pour l'adaptation que pour des fois accepter le traitement, savoir c'est quoi les petits inconforts puis être guidé dans nos choix, c'est important d'être accompagné. Parce que les modèles de masques, là, j'ai fait exprès de les placer derrière moi. Il y en a plusieurs. Il y en a qui vont être mieux adaptés pour quelqu'un qui est claustrophobe, qui vont être très légers. Il y en a d'autres que quand les gens sont très congestionnés, on va peut-être opter pour quelque chose d'autre. Puis on va vraiment s'ajuster aussi aux besoins de quelqu'un qui bouge beaucoup, qui fait des tours, il dort sur le ventre. Il faut peut-être avoir quelque chose qui est quand même assez solide et qui ne sera pas trop encombrant. On peut trouver des solutions.
C'est certain aussi que ça prend un petit peu de persévérance. Des fois, au début, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, même pour certaines personnes, à commencer à ressentir les bienfaits de la thérapie. Il y a des gens qui, après 2, 3 jours, ils peuvent voir déjà une petite amélioration, mais il y en a que c'est plus long parce que toutes les hormones qu'on a parlé tantôt, il faut aussi que tout se régularise, en plus que physiquement, il faut s'adapter à tout ça. Puis les appareils, bien là, j'en avais ici. Sur les appareils, aussi, s'il y a des inconforts, l'inhalothérapeute qui travaille avec vous peut soit adapter des petits modes qu'on a pour la poussée d'air, pour le confort. On peut ajuster de l'humidité. Si vous avez, souvent ça peut arriver que ça crée un peu de congestion nasale parce qu'on c'est asséchant, c'est une bonne poussée d'air. C'est important de savoir comment bien l'ajuster pour avoir une efficacité. Parce qu'il faut aussi le porter un bon nombre d'heures, parce qu'on doit avoir un minimum de 4 à 5 heures par nuit pour commencer à noter les bénéfices là, de la thérapie. Alors, puis en plus, j'avais sorti juste des petits accessoires, des fois les inalos qui vont vous accompagner, mais quelqu'un qui bouge beaucoup peut avoir un support à tubulure. Ça regarde. C'est particulier, mais le fait de le placer entre les 2 matelas, des fois, c'est un truc qui va faire en sorte que la tubulure vient vraiment se positionner au-dessus de la tête, ça va moins serrer, ou il y a des oreillers aussi avec des trous de chaque côté, empêcher que ça crée des pressions. C'est tous des petits trucs qui peuvent regarder avec vous pour vraiment ajuster ça sur mesure. C'était d'autres modèles de masques. Comme Sandra disait, là, c'est vrai que des fois, au début de la thérapie, c'est difficile. Donc, gênez-vous surtout pas pour appeler votre inhalothérapeute. Là. Toutes les inalos, c'est du bon monde, ils sont fins, ils vont vous aider. Fait qu'ils vont vraiment être là pour vous supporter dans votre traitement. Là. Donc, pas de gêne, puis appelez-les là, parce que c'est quand même important de corriger l'apnée. Alors, et pourquoi il faut justement corriger l'apnée du sommeil? Donc, évidemment, c'est pour améliorer la qualité de vie, notre état d'éveil, diminuer notre somnolence dans le jour aussi. On parle beaucoup de la rétention de la mémoire, améliorer votre concentration. Ça va aider à stabiliser votre pression artérielle aussi. Juste glisser un petit mot là, de la pression artérielle. Des fois, quand on est limite de faire de la pression puis que finalement, on commence un traitement CPAP, c'est bon aussi d'en discuter avec son médecin de famille. Des fois, au lieu de commencer une médication pour l'hypertension, ben, des fois, le médecin de famille va attendre un petit peu de voir si votre apnée est bien corrigée. Puis souvent, ça va aider beaucoup, là, des fois, à faire baisser la tension artérielle, des fois d'un 5-10 mm de mercure. Donc, ça vaut la peine d'attendre puis de surveiller tout ça. Ça va améliorer l'humeur. Je dis toujours bien mieux de se réveiller de bonne humeur. Donc, ça va régulariser les hormones, faciliter la gestion de votre poids aussi. Puis quand on parle de la régularisation des hormones, ça va améliorer la sensibilité à l'insuline, puis diminuer l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, les patients diabétiques qui savent c'est quoi, surtout chez les diabétiques de type 2. Juste un petit mot concernant la Fédération internationale du diabète. Elle recommande vraiment que les diabétiques de type 2 soient dépistés pour l'apnée du sommeil. Et l'inverse est aussi vrai. Si on fait de l'apnée du sommeil, bien vraiment faire le dépistage aussi du diabète de type 2. Puis un des plus importants aussi de pourquoi on veut corriger l'apnée, c'est éviter aussi des complications cardiovasculaires, un peu comme justement l'hypertension artérielle, les arythmies, des fois l'insuffisance cardiaque, les AVC qui vont se retrouver, vont être vraiment reliés au fait qu'on va faire de l'hypoxémie, notre taux d'oxygène dans le sang baisse, ça fait travailler davantage notre système nerveux sympathique, donc notre cœur travaille plus fort à ce moment-là. Dès que le taux d'oxygène baisse, le cœur, lui, il va battre plus fort pour compenser tout ça. Ça explique un petit peu le pourquoi qu'on souhaite que l'apnée soit corrigée. Alors, c'est vraiment un ensemble. Je pense que le sommeil, on en a assez parlé pour dire que c'est important de prendre soin de son sommeil pour avoir un bon équilibre de vie. Alors, merci beaucoup encore à l'Association pulmonaire et à Mme Bilodeau qui a organisé la conférence, puis à tous les gens qui ont été présents.